confinés jusqu'en Asie étaient aussi intéressés par ce trésor. Estimé au départ entre 40 000 et 60 000 euros, il a finalement atteint le prix de 130 000 euros. Une maraude sociale à Cergy-Pontoise. De nombreux mendiants arpentent de plus en plus les rues de la ville et pour les aider, des accompagnements sont mis en place pour les rediriger vers des accueils adaptés. Depuis le 12 juin dernier, l'association Espérer 95 s'occupe des missions à titre expérimental jusqu'au 31 octobre. Un comité technique réunissant tous les partenaires du dossier sera constitué et une réunion aura lieu mi-juillet pour dresser un premier bilan. Et enfin, aider les enfants hospitalisés. C'est la volonté du cycliste Olivier Gamin, originaire de Magny-en-Vexin, pour soutenir l'association Théodora, qui offre des visites d'artistes handicapés et hospitalisés de l'hôpital René Dubos à Pontoise. Ce sera le 7 juillet prochain lors d'une course de cyclisme de 175 km à la Marmotte Grand Fourneau Alpes, avec la participation de 8000 personnes, dont 1500 Français. C'est aussi un partenariat avec la boulangerie de Schepper pour reverser les fonds à l'association. Une cagnotte en ligne est aussi disponible sur Hello Asso, avec comme objectif d'atteindre les 1500 euros. Pour l'instant, la somme se trouve aux alentours de 310 euros. Merci beaucoup Lisa Samon-Cachin. Nous vous retrouverons à midi 10 pour faire le point sur l'actualité valdoisienne. Très bonne matinée, fin de la matinale, à demain matin pour l'émission spéciale Fête de la musique de 7h à 9h. Dans un instant, le bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Bon, Blandine, on n'entend pas, elle a son casque. Je te dis bonjour au micro, tu me réponds? Gras, s'il te plaît. Oui. T'as pas oublié? Ça me va. C'est comme ça. C'est parti. Mon stylo. C'est bon. Stylo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au bar de l'économie. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons parler jazz à Enghien, jazz qui fête ses 20 ans déjà. Et nous allons parler management de transition, comment le faire soi-même peut réindustrialiser la France. Et puis, on va parler d'une nouvelle plateforme équitable pour consommer mieux. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Car tout de suite, j'accueille Blandine Armelin. Bonjour. Bonjour Florence. Blandine, vous êtes la directrice artistique du groupe Barrière depuis 2003 à Enghien-les-Bains. Vous êtes aussi la directrice du théâtre Barrière qui produit beaucoup de personnes sur scène. Et cette année, vous fêtez les 20 ans du festival de jazz qui a beaucoup évolué puisqu'on y trouve un peu toutes les musiques pour les 20 ans. Alors avec vous, on verra comment on peut créer un festival finalement. Est-ce que c'est difficile? Combien de temps ça prend pour installer quelque chose et afin que ce soit connu? À vos côtés, Anthony Baron, bonjour. Bonjour Florence. Vous avez travaillé à l'étranger, puis à votre retour en France en 2010, vous créez le groupe Delville, spécialisé dans le management de transition en France. En 2017, une plateforme toujours dédiée au management de transition voit le jour. C'est Adequancy, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, car vous regroupez 3000 managers indépendants, dites-vous, au travers de 9 plateformes communautaires. On aimerait bien savoir de quelle plateforme il s'agit. Et puis à nos côtés également, Bertrand Baudry, bonjour. Vous êtes le curateur plutôt, de Maker Faire France. Donc avec vous, on va savoir qu'est-ce que c'est qu'un curateur d'événements, car le dernier événement s'est déroulé à la Cité des Sciences et de l'Industrie en 2018, et le prochain aura lieu toujours à la Cité des Sciences du 22 au 24 novembre. Et donc on aimerait savoir quel rôle peuvent jouer ceux qui font eux-mêmes dans la réindustrialisation du monde à venir. N'ayons pas peur des mots. Et puis à nos côtés, bien sûr, notre start-up du jour, Léa Barbarou et Alice Pellissier. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Vous vous êtes rencontrées toutes les deux sur les bancs de l'école de commerce de Grenoble, et vous lancez une nouvelle plateforme qui s'appelle Jour à venir, dont c'est la possibilité, c'est un select store, comme vous dites, qui recense et distribue des produits que vous jugez responsables dans différentes catégories qu'on verra toutes ensemble tout à l'heure. Et puis on verra qu'est-ce que vous appelez, bien sûr, comment vous
vous sélectionnez ces produits que vous jugez responsables. Mais comme d'habitude, c'est les infos du jour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un petit secret de cuisine. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une terrine de volaille. Oh là 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 là, je vous entends déjà, chers auditeurs, en train de râler. Quoi, une terrine? Mais c'est toujours compliqué à faire. Vous allez voir, cette recette n'est pas simple, elle est simplissime. Et puis avec les beaux jours, bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est la semaine prochaine, il va faire beau, ça va être le temps des buffets entre copains. Ouais, je vois que vous ne me croyez toujours pas. Bon, venez en cuisine avec moi et vous me direz si c'est pas trop facile cette recette de volaille. Alors on va faire une terrine pour 6 à 8 personnes. Il vous faut 500 g de blanc de poulet fondu en deux dans le sens de la longueur, mais les blancs doivent rester d'un seul morceau. Votre volailler vous fera ça très bien. 500 g de chair de volaille. Vous pouvez aussi mettre de la chair à saucisse, mais moi je préfère de la chair à volaille. Vous en trouverez également chez votre volailler. 200 g de lard fumé en fines tranches, un oignon, quelques branches de persil plat, un œuf, 5 centilitres de cognac, une poignée de pistache et du poivre. Pour commencer, vous pelez et émincez l'oignon, vous mettez la chair à volaille ou à saucisse dans un saladier avec l'oignon, l'œuf battu à la fourchette, le cognac, les pistaches et le persil. Vous poivrez, surtout pas de sel, car vous avez, avec le lard fumé, vous en avez déjà pas mal. Et vous malaxez le tout. Moi, je fais ça avec des gants en plastique très fins, c'est plus pratique et surtout bien plus efficace. C'est presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à monter la terrine en alternant la farce, le poulet et le lard. Vous répétez cette opération en terminant par le lard que vous disposez donc sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à faire cuire 1h30 à 180 degrés. Vous sortez du four et vous laissez refroidir avant de mettre au réfrigérateur. Alors, c'est toujours aussi difficile? Bien sûr que non, je vous l'avais dit. Un petit conseil, faites cette terrine plusieurs jours à l'avance, elle n'en sera que meilleure. Cela permettra à votre terrine de bien s'imprégner des différentes saveurs. Pour vous donner une indication, moi je l'ai faite il n'y a pas longtemps, je l'ai faite une semaine à l'avance. Et quand je l'ai mise sur la table, c'est tout juste si j'ai eu le temps d'en manger. Les invités s'étaient précipités dessus. Amusez-vous à faire cette recette et vous êtes sûr d'avoir un joli succès. Et puis, si vous servez accompagné d'un kéran rouge, un bol de la vallée du Rhône, la fête sera alors complète. Bon appétit à tous. N'oubliez pas qu'on se retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise. Il y sera question d'escrime. À très vite. Merci beaucoup Bruno. Allez, on continue nos infos du jour. Aujourd'hui, je vous propose des infos en direct du Salon du Bourget où j'étais hier et avant-hier. Eh bien, la première info, c'est le groupe ADP qui va investir 180 millions d'euros d'ici à 2025 dans son projet de Smart Airport, qu'il a dévoilé donc sur le salon ces jours derniers. Et pour les aéroports Charles de Gaulle et Orly, vous pouvez retrouver, je ne vais pas le détailler, ça serait trop long, vous pouvez retrouver leur plan de développement sur le site parisairport.fr dans le document Journée investisseur 2019. Autre info, c'est le GIFAS, le groupement des industriels de l'aéronautique, c'est eux qui organisent le Salon du Bourget, qui a annoncé le lancement du programme Industrie du futur, doté d'un budget de 22 millions d'euros. Il vise à soutenir la digitalisation de quelques 300 PME d'ici à 2022. Si des grands groupes aéronautiques se digitalisent, les PME, elles, restent encore un petit peu en retrait. Et face à ce constat, la filière a décidé de mettre la main à la poche. Alors on va demander à Anthony Baron ce qu'il en pense. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour l'économie, notamment du secteur de l'aéronautique. De notre côté, avec notre activité de management de transition, on a vu des demandes de ce secteur-là plutôt orientées sur de la recherche de gains de productivité sur les, on va dire, 6-7 dernières années. Et depuis 2 ans, on voit une demande de plus en plus forte de ces entreprises qui vont rechercher de l'innovation et des managers qui vont pouvoir les accompagner notamment dans des processus de transformation digitale, encore une fois sur ce secteur vraiment bien spécifique de l'aéronautique. Merci beaucoup Anthony Baron, on poursuivra cette discussion tout à l'heure. Autre info, cela fait 15 ans que les industriels n'innovent plus, déplore François Chopard, le patron de Starbust Accelerator, devenu en 5 ans le premier incubateur de start-up aérospatiale du monde. Les barrières à l'entrée en matière de certification sont importantes dans le secteur pour des raisons de sécurité. Ces contraintes ont longtemps fait peur et puis il est pointé du doigt pour ses émissions de CO2
lieu, d'autant que les solutions de rupture se font attendre. Critiqué donc pour ses émissions de CO2 et sous la menace de se faire taxer davantage, le secteur aéronautique doit innover, d'autant qu'une réunion des ministres des Finances européens est prévue ce jour à La Haye, à l'instigation du gouvernement hollandais, pour dialoguer autour d'un projet de taxe européenne supplémentaire sur les émissions de CO2 des vols européens. Plusieurs compagnies aériennes s'allient pour s'y opposer, bien sûr, arguant qu'une taxe limiterait les investissements dans l'innovation et l'efficacité énergétique. Alors, côté innovation, eh bien, les biocarburants et les moteurs électriques seraient des solutions qui sont prometteuses en vue d'atteindre l'objectif de l'Union européenne pour parvenir à une nette amélioration d'ici 2050. Sur le stand de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, on pouvait voir notamment Dragon, un projet d'avion de transport régional de 150 places avec une vitesse de croisière autour de Mach 0,8 qui pourrait voler à l'horizon de 2040. Cet avion, entre guillemets, tout électrique, se caractérise par une suite de moteurs électriques intégrés à l'aile et alimentés par 2 turbines situées à l'arrière du fuselage. Alors, ce n'est pas à proprement parler un avion, c'est un programme de recherche permettant d'évaluer les avantages et les inconvénients de la propulsion électrique distribuée pour un avion de ligne de 150 places. L'idée de l'ONERA est plutôt que de concentrer la poussée sur 2 ou voire 3 moteurs, elle est de répartir cette poussée via un grand nombre de fans carénés électriques placés sous chaque aile. Bien sûr, c'est une option. Par rapport à un avion de ligne mis en service en 2014, l'intégration de la propulsion électrique distribuée, associée aux évolutions attendues des composants de l'avion à l'horizon 2035, permettrait de réduire de plus de 25% la consommation de kérosène pour un vol de 1400 km. Les bénéfices associés à la propulsion électrique seuls se situent entre 5 et 10%. Voilà, les moteurs électriques sont alimentés par de l'électricité produite par des turbines situées à l'arrière de l'appareil. Il s'agit d'une technologie de propulsion hybride puisque le kérosène embarqué serait transformé en électricité. Alors ce qu'il faut retenir, d'après l'ONERA, eh bien, les technologies, notamment celles liées aux batteries, ne sont pas disponibles pour le moment pour réaliser un avion de ligne tout électrique. Donc pour ça, il va falloir attendre encore pas mal d'années. Le concept Dragon de l'ONERA est une étape intermédiaire qui parie sur la propulsion électrique distribuée et un objectif de réduction de 25% de la consommation de kérosène pour un vol de 1400 km et 150 passagers transportés est encore à démontrer. Ce ne sont que des espoirs. Voilà. Demain, je vous ferai un petit coup de projecteur sur le futur avion de combat, puisqu'il faut faire avancer la défense européenne. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. Je vous propose notre première pause musicale. On va partir avec Brooklyn Funk Essentiel. Et voilà, on a déjà un pied dans le festival du jazz à Enghien qui démarre le 3 juillet prochain avec leur titre Ain't Nothing. Ouais, mais je baisse à cause de... On retransmet en Facebook en direct, là. Ok. Donc à cause de Facebook, je baisse. Si vous voulez entendre la musique, il faut mettre vos casques. Voilà, donc Blandine, je vais... Ah, elle n'entend plus. Elle écoute. Les réseaux sociaux. Tu nous comptes 1 minute 30 comme d'hab. Qu'on puisse passer pas mal d'extraits. Blandine, je te fais passer en premier.
micro, je te vous vois. Hein. On va pas tarder à repartir. Par contre, je vous ai pas dans la caméra. Ah, d'accord. Nous voici de retour au bar de l'économie pour une émission spéciale. Aujourd'hui, on a un pied dans l'été avec le premier sujet du jour, c'est le festival de jazz, puisque je suis en compagnie de Blandine Armelin, directrice artistique du groupe Barrière. Et puis aussi, je suis accompagnée par Anthony Baron, directeur président d'Adequancy, de Bertrand Baudry pour Maker Faire et de Léa Barbarou et Alice Pellissier pour Jours à venir. Alors tout de suite, Blandine, ça y est, demain c'est l'été et on démarre avec le festival, bien sûr, c'est la fête de la musique. Et on va donc, et le 3 juillet, c'est le festival de jazz que vous dirigez, que vous avez créé il y a 20 ans déjà. Alors, est-ce que c'est facile de créer un festival de jazz ? Si on le fait comme une recette de cuisine, je dirais non. Il suffit d'avoir de la passion, du travail, de la chance et beaucoup d'inconscience. Mais non, on avait quand même des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est déjà l'appui d'une ville, parce que un festival, c'est des scènes éclatées. On peut faire un festival, 3 concerts dans un théâtre, mais bon, l'idée n'était pas là. Donc il faut l'appui d'une ville, il faut déjà bien analyser ce que l'on a dans une ville. On a des scènes naturelles, on a des lieux historiques, magiques, esthétiquement à mettre en valeur. Donc le festival doit déjà s'intégrer dans la ville. Et puis là on répondait en plus de ça à une demande très précise dans le cadre du renouvellement du cahier des charges. On concourait à l'époque, donc le projet a été retenu, je pense, pour ça aussi, parce que il y avait une adéquation entre le potentiel de la ville et puis ce qu'on proposait. On proposait de s'appuyer sur la voix, les talents vocaux, et la ville avait une belle histoire avec les eaux thermales, avec la voix, et donc c'était... Voilà, je pense que le départ vient toujours quand même de l'histoire, et des lieux et des sites. Donc l'avantage, c'est d'avoir plusieurs scènes vivantes dans la ville. Donc là, je pense que vous parlez du Jardin des Roses et puis de la scène flottante. Oui. Et puis, dès le départ, on avait envie de faire quelque chose sur le lac. On l'a fait beaucoup plus tard, mais on avait envie de mettre en valeur cette ville avec des parades, une sorte de ruban musical dans la ville. Le Jardin des Roses, qui avait un site naturel au bord du lac avec le petit amphithéâtre en pelouse. Voilà, le casino, évidemment. L'idée était que les grandes forces, les commerçants participent, le casino qui finance et qui crée et répondait à ce cahier des charges puissent vraiment travailler main dans la main avec les acteurs de la ville, dans la ville. Alors c'est vrai que finalement, au départ, le festival, c'était au mois de juin, c'était fin juin, et c'est vrai que c'était une semaine de fête, 2 jours comme le soir, puisqu'il y avait des concerts gratuits dans toute la ville. On voyait le long de la rue du Général de Gaulle, à différentes places, il y avait des groupes qui se produisaient, et puis le soir, des concerts avec des stars. Quelles étaient les premières stars à venir ? Est-ce que vous vous souvenez, Blandine Armelin ? Je pense qu'on avait... Billy Cobham, Lucky Peterson, Dave Brubeck, Maceo Parker, je me souviens. Alors Maceo, il est venu un peu plus tard. Il est venu pour l'inauguration de la scène flottante, la première année où on a fait le festival sur le lac. En fait, c'est vrai qu'avec le temps, on a tissé des liens avec des artistes qui reviennent pour cette 20e édition ou qui sont venus l'année dernière. On a Maceo qui revient cette année. Et je pense que c'est justement pour célébrer cette 20e édition. On a Thérèse Montcalm qui faisait partie des premières femmes aussi. Alors justement, donc comme je disais, c'est une fête qui dure 8 jours finalement. Donc c'est quand même très agréable parce qu'on sait que toute la journée ou toute la soirée, on va pouvoir... Il y a beaucoup de concerts gratuits. Oui. Donc vous l'avez déplacé au mois de juillet. Pourquoi ? C'est pour pouvoir bénéficier des artistes car il y a beaucoup de festivals l'été ? C'est vrai qu'on se trouvait en première ligne des festivals, c'était intéressant pour la communication, mais plus difficile pour avoir des artistes américains.
consolidaient pas leur routine, comme on dit, et en fait, il fallait mieux se rapprocher de l'été et des festivals d'été, même si tout d'un coup, on était un peu plus en concurrence avec eux. Mais ça valait plus la peine. Et puis, c'était aussi bien d'étirer cet été sur cette station balnéaire. Je trouvais que c'était pas plus mal, finalement. On est à la frange des vacances scolaires, donc ça me paraît pas mal comme créneau. Alors, le jazz à Enghien a beaucoup évolué, parce que maintenant, vous mélangez un petit peu toutes les musiques. Alors, qui va venir cette année? Bon, je sais qu'il va y avoir, par exemple, Ricky Lee Jones. Oui, Ricky Lee Jones. C'est vrai qu'on étire un peu aussi la programmation, parce que le jazz, c'était un vœu pieux, et ça reste la base classique et la souche et les racines du festival. Mais je me suis très vite orientée vers la soul, la funky music. J'ai ouvert. Pourquoi? Parce que pour moi, ces courants musicaux sont issus du jazz. Et on est allé jusqu'au reggae, au raga. Donc il y a quand même une grande logique rythmique. Après, cette année, oui, on va aller jusqu'à Charlie Winston. On est bien allé jusqu'à jusqu'à Asaf Avidan l'année dernière. Donc c'est ce que je disais, mais l'année dernière, pourquoi j'avais pris Asaf? En fait, si le blues était né l'année dernière, je me suis toujours dit que je pense que le plus digne représentant du blues, si le blues naissait l'année dernière, c'était Asaf. Parce que sa manière de parler était plus une complainte qui venait des... Oui, c'est un jeune artiste, mais qui a une voix exceptionnelle. Donc c'était une complainte actuelle, certes, mais qui reflétait cette... Alors, Blandine Armelin, la première pause musicale, c'était celle avec Brooklyn Funk Essentiel. Je vous propose une deuxième pause avec Charlie Winston, donc qui sera à quelle date? Le dimanche? Dimanche 7, en clôture, juste avant le feu d'artifice. Alors, je vous propose d'écouter Like Hobo, évidemment. Bon. Ça va pas? Je vais en prendre d'autres. Si, ça va, je vais en choper. Bah, tu mets qui est en numéro 3? Ouais, ça n'a pas changé. On va peut-être parler un peu des femmes aussi. Hein? Est-ce qu'il y a des premières parties cette année? Et donc, dans toute la liste que j'ai, là, il y en a qui sont en première et d'autres en deuxième? Elles ne sont pas encore citées. Elles Ah, viennent dans la d'accord. deuxième. On va les annoncer. Je pense qu'il y a un communiqué de presse semaine prochaine. Tu sais pas, toi, tu as les noms quand même. Pas toutes, non. Il y a Ah un non, titre on phare, sait Ricky pas. Lee Jones ou pas? Ricky Lee Jones. Ah bah oui, ça s'appelle Chuck, je sais plus quoi. Je vais regarder. Mais moi, j'ai... Oui, pour toi, c'est bah oui, mais pour moi, non. Parce que je demande. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Chuck quelque chose. Je vais regarder, j'ai chopé. C'est super connu, Je ne connais mais... pas le nom exactement. Je peux te le chanter. Ah non, je peux pas le chanter, moi. Je suis trop nulle. Alors cette année, comment ça se passe au niveau des concerts? Donc il y a combien de concerts? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes là. Oui, en fait, la grande progression, c'est qu'on a des artistes connus sur la scène des Roses. Donc tu vas, c'est ça, donc je vais te parler de ça. C'est Et bon, puis, le refrain est passé, on y va. c'est Et bon? après, on a le club de jazz surtout. Nous voici de retour au bar de l'économie. Blandine Armelin, nous parlions du jazz à Enghien qui démarre le 3 juillet. Alors, beaucoup d'artistes cette année. Ricky Lee Jones, Stanley Cart Band, Bonnefield, Alexandro Falcon, Beat Assaillant, IBI, Anna Propovic, Chick Corea, Thérèse Montcalm, Kool and the Gang, Charlie Winston qu'on vient d'entendre avec Like a Hobo, Maceo Parker, Brooklyn Funk Essentiel, et en fait j'en cite que certains, parce qu'il y a une autre spécificité, c'est les femmes et le jazz. Donc tous ces artistes, comment vous allez les répartir entre le 3 et le 7 juillet? Et puis j'aimerais qu'on parle des femmes et le jazz, parce qu'à Enghien, les femmes ont été beaucoup mises à l'honneur. Oui, tout à fait. Le festival s'est fait connaître avec sa sélection de jazz vocal féminin. Eh bien, en fait, on va avoir 2 concerts gratuits tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi au Jardin des Roses, à partir de 18h. Donc 18h, 20h30, des concerts gratuits, il faut venir. On va avoir des vrais... c'est une chance fabuleuse, on va recevoir des artistes internationaux sur cette petite scène qu'on adapte petit à petit à leur talent, qui devient... Je crois qu'on a accueilli 1000 personnes l'année dernière, quand même. Donc
Voilà. Oui, c'est en plein air, il faut dire à Ouais, ceux qui c'est en nous écoutent et plein qui ne air. connaissent pas. On a quelques chaises, il faut venir tôt, mais on a la pelouse et c'est vraiment très convivial, c'est génial. Et donc là, tous les jours, 2 concerts gratuits, 18h et 20h30. Et le samedi, le samedi et le dimanche, on a dans cette scène des Roses un concert à 15h, un concert à 18h et midi 15h et 18h. Et puis après, on a les scènes du lac. Voilà. Donc en concert gratuit, on a également la scène Schumann dans la ville. On a 3 concerts, le mercredi, jeudi, vendredi à 18h. Donc en tout, il y a une quinzaine de concerts gratuits, parce que si on rajoute ceux du lac, où on habite à Saillant le samedi à 20h30, et puis Kool and the Gang, et dimanche, Ricky Jones 20h30 et Charlie Maidstone, ça en fait une quinzaine plus la parade. Enfin, voilà. Oui, donc ça veut dire que finalement, c'est bien ce qu'on disait, c'est la fête. Donc en semaine, le soir, dès 18h, donc ça. 3 concerts finalement. Et le samedi, à partir de 12h, on fait la fête toute la journée et le week-end aussi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est formidable. Alors, les femmes et le jazz, alors, qui va être à l'honneur? Quels sont les jeunes artistes que le festival de jazz a pu mettre en avant et finalement faire découvrir au public avant qu'ils soient connus? Alors, faire découvrir, je pense qu'elles avaient fait quelques fois des petites scènes, mais on a beaucoup on a fait passer des personnes comme Suzy Arioli, comme Lisa Ekdahl, comme... je parle d'un temps où les moins de 20 ans, n'étaient pas là, et où le digital n'existait pas. Je raccroche avec la première question. Donc il y a 20 ans. Comment créer il y a 20 ans un festival sans digital? Ça, c'est sûr que c'était un vrai enjeu. Mais donc, oui, des fabuleuses chanteuses. Thérèse Moncam faisait ses premières... il y a 15 ans, elle n'était pas avec cette carrière internationale. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont passées. Certaines, maintenant, sont très connues. D'autres commencent des tournées, comme Sarah Lenka. Elles font des tournées. Maintenant, c'est leur début encore, mais on a été là. Voilà. Alors justement, je vous propose d'écouter IBI, une jeune artiste qu'on connaît moins, et avec son titre « Mi Voi ». Comme je suis en train de Qu'est-ce qu'il faut? je charge la liste. Je suis en train de recharger des trucs. D'accord. Il y a Kool and the Gang fraîche après. Ça. Choisis-moi les titres les plus connus. Ouais, la fraîche. Kool and the Gang fraîche. Non, mais je veux dire dans les groupes. Parce que là, on va jamais pouvoir tout passer, de toute façon. Ça m'étonnerait. De toute façon, je charge D'accord. pour le dossier. Là. Ok. On en passera demain. On en passera toute la semaine, en fait. J'ai encore une semaine, jusqu'au 28. J'ai encore des émissions jusqu'au 28, donc je peux en passer toute la semaine. Alors, elle est de quelle nationalité? Ce sont des sœurs jumelles. Elles sont cubaines et vénézuéliennes, je crois. Et voilà, elles ont sorti elles ont fait un titre très très porteur il y a plusieurs années, et puis là elles reprennent et elles recréent son album. Excusez-moi. Anna Popovic, vous avez un titre phare? Non. Vous avez donné-moi un choix, je She vous dis. Was a Doorman, Live That Don't Exist, Johnny Ray. Live That. Oui. Live That Don't Exist. Après, On va y aller pour. On y va. On vient d'entendre IBI au bar de l'économie, puisque je suis en compagnie. Nous venons d'entendre un extrait du titre d'IBI. Alors, Blandine Armelin, IBI, c'est deux jeunes talentueuses, 2 sœurs jumelles, c'est ça? oui, sont cubaines, je crois, et vénézuéliennes, double nationalité. Et là, elles font un concert avec de la vidéo. Enfin, ça va être
Ça fait quelques temps qu'on ne les voyait pas. Elles avaient fait une petite pause et là, on est ravis de les accueillir. Donc elles vont mélanger du numérique et du chant. Donc on va être un peu un pied dans le digital finalement cette année au Festival de Jazz. Oui. Alors qui va clôturer, qui démarre le concert et qui le festival et qui le clôture cette année entre le 3 et le 7 juillet? Le 3, je pense que ça va être la parade, la compagnie Les Grooms. Les Grooms qui ont ouvert aussi le festival il y a 20 ans. C'était un peu symbolique pour moi de les recevoir. C'est une compagnie fabuleuse qui peut jouer du jazz, de l'opéra, du théâtre musical. Et ils sont insolents, ils sont tout ce qu'on veut. Ils sont habillés en groom et ils jouent avec les gens. Donc ils vont déambuler dans la rue tout en jouant? Déambuler à partir de 15h mercredi. Et ce sera le coup d'envoi. Et après, pour la clôture, ce sera Charlie Winston et le festival et le feu d'artifice. Merci beaucoup, Blandine Armelin. Alors, je propose tout de suite un autre extrait qu'on va entendre c'est Philippe à la technique aujourd'hui. En tout cas, merci Blandine d'être venue nous parler du Festival de Jazz. Je rappelle les dates, du 3 au 7 juillet à Enghien-les-Bains. Ça commence à 15h et donc des concerts gratuits à 15h, à 18h, à 20h30. Et puis, bien sûr, tous les soirs, à 20h30, le concert principal. Et puis, toutes les journées, bien sûr, dans la rue des festivals. Il faudra déambuler un peu dans la rue pour entendre un peu tous ces groupes qui, on leur espère beaucoup de succès. Je ne sais pas si tu mets la techno un peu derrière. Ça va ? Ah bah oui, ça, qui ne connaît pas. Bon, on va se faire taper sur les doigts par Facebook, alors je baisse. Mettez vos casques si vous voulez entendre la musique. Bon, après, je suis dans ta liste. Pour les autres pauses musicales, Philippe, je vais suivre ce que tu as mis. Donc après, on passe Ricky Lee Jones. Ouais. Attends, voilà. Je fais le reste. Il est super ce titre, vous allez voir. Vous le connaissez tous. Ah oui, quand même, Cool on the Gang, il faut le laisser jusqu'au bout là. Moi je suis venu danser avec tout le monde dans le studio là. Il faut changer le fichier, il est pas bon. Il est bizarre. Il faut recharger. Là. Tu restes avec nous? Oui. Est-ce que tu veux dire autre chose? Ah oui. On a fait le tour là. Hein? Il y a eu Sean Paul, il y a eu Chic, regardez Chic là. Ah oui, non mais... À l'époque où il avait enregistré l'album avec les Daft Punk, l'année où et celui, il a collaboré avec les Daft Punk. Je me souviens plus. C'est passé. Ah ouais, mais non. moi j'ai fait tous les concerts, alors presque tous. Mais je me souviens de celui qui avait son trône là au milieu de la scène. Salomon Burke. Oh oui, voilà. Oh, c'était trop. De toute façon, Et puis on a eu aussi les Blues Brothers. Hein. Ouais. Ah oui. Ça c'était génial. Moi j'ai fait lever toute la salle. Je me suis mise debout et après tout le monde s'est mis Et debout. puis l'orchestre de Prince, enfin le New Power Generation. Oui, Ah ouais, c'était super. Prince, oui, c'est vrai. Bon, allez, Mélodie on y retourne. Gardot, On y retourne. J'ai rien fait. C'est la folie, hein, ce festival du jazz. Ça devrait être tous Attention. les mois. Attention. Mais après on est très fatigués. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons jazz, nous parlons management de transition, faire soi-même et d'une nouvelle plateforme équitable avec Blandine Armelin, directrice artistique du groupe Barrière, Anthony Baron pour Adequancy, Bertrand Baudry pour Maker Faire et Léa Barbarou et Alice Pellissier pour Jours à venir. Alors, second sujet du jour, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, même si la musique c'est très sérieux, mais quand même c'est beaucoup de joie et beaucoup de gaieté. Là, c'est peut-être un peu moins gai. On travaille peut-être pas en dansant, Anthony Baron, chez Adequancy. Pas encore. Alors, vous avez créé une plateforme de management qui regroupe 9 plateformes communautaires sous le nom d'Adequancy. Qui sont les plateformes que vous regroupez, en fait? Donc sur Adequancy, en fait, on a décidé de développer un réseau communautaire de plateformes regroupant des managers indépendants et on a décidé de spécialiser par domaine fonctionnel à la différence de vouloir faire une marketplace qui regrouperait tout le monde et ça a été une demande notamment des managers de transition et des clients pour pouvoir plus facilement rechercher et avoir un accès direct aux compétences. Donc dans les 9 plateformes, on couvre toutes les fonctions du top et du middle management. On a une plateforme sur les fonctions de direction générale, une autre sur les fonctions finance
RH, commerce et marketing, direction de projet, achat, logistique, sur les directions également fiscales et juridiques. Et la 10e est en cours puisque nous sommes en train de travailler sur une plateforme pour les DSI. Les DSI, les directeurs de services informatiques, c'est ça? Exactement. Alors, quelles sont les professions les plus demandées en ce moment dans tous ces métiers que vous venez de citer? Alors, historiquement, il y a toujours un volant très récurrent en termes de demande sur les fonctions support, donc notamment finance, RH, avec les directeurs financiers, les chefs comptables, directeurs de contrôle de gestion, des DRH, les directeurs des relations sociales. Et côté industriel, on est très souvent sollicité sur des fonctions de direction d'usine ou direction industrielle, direction de la supply chain également, sur lequel il y a souvent quelques tensions. Alors c'est vaste le domaine de la supply chain. Qu'est-ce que vous entendez exactement? Qu'est-ce qu'on demande? Dans la supply chain, c'est une fonction, on va dire, qui va regrouper la logistique de façon générale, soit d'un point de vue industriel qui consiste à s'assurer d'un bon niveau de stock pour la production et notamment ce qu'on va appeler d'un taux de service qui permette de pouvoir assurer un niveau de qualité et de livraison pour le client final. Alors vous avez, quand vous parlez de management de transition, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que le management de transition, mais surtout, qu'est-ce que vous entendez par management de transition repensé? Alors, management de transition repensé, on a redéfini quelques, on va dire, codes traditionnels du management de transition à travers ADECONSI, c'est-à-dire que le métier est apparu en France à la fin des années 90, début des années 2000, pour des sociétés qui recherchaient notamment de la flexibilité sur des fonctions de top et middle manager. Depuis 2010, où j'exerce dans ce métier, on est passé d'une image du manager de transition sur des missions très orientées restructuration, redressement, retournement d'activité, à une image aujourd'hui beaucoup plus positive de la profession, puisque les missions aujourd'hui sur lesquelles les clients recherchent des compétences sont plutôt des sociétés qui sont en transformation, en pleine croissance, qui ont besoin de se structurer, de se processer. Et maintenant de ça, en fait, une augmentation assez forte de la demande aux clients est apparue, avec une espèce de standardisation finalement de l'accès ou de la demande pour recruter des managers indépendants. Et forcément, le digital apparaissait comme une évidence pour ce métier. Et quand on regarde plus largement dans le milieu des indépendants, et notamment dans les métiers de l'IT, des développeurs, on a vu des plateformes émerger aux États-Unis, en Europe, en France, et qui regroupent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'indépendants sur ces fonctions-là. Et donc, sur le segment du middle et top management au sein des indépendants, encore une fois, le digital nous semblait être une évidence, et ADECONSI est né de ce constat-là, de pouvoir offrir finalement un accès direct aux compétences pour les clients, leur offrir également de l'autonomie et du choix et de la rapidité dans leur recherche. Alors le terme management de transition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont donc des missions à temps défini. Est-ce que ça peut être des missions très courtes, voire très longues? Alors la durée moyenne d'une mission est autour de 6 à 9 mois. Voilà. En dessous, c'est quand même compliqué dans un contexte notamment de transformation, de donner suffisamment de visibilité, de moyens en termes de temps pour mener à bien des objectifs qui sont fixés au départ d'une mission. Les missions peuvent être naturellement reconduites, puisqu'il y a énormément de flexibilité dans la partie contractuelle, notamment qui lie le client à ADECONSI et donc au manager de transition. Et par contre, ce qui se passe aussi parfois, ce sont des recrutements in fine. Donc c'est un très bon levier pour des entreprises qui cherchent à recruter aussi, de pallier à une absence ou un remplacement pendant une durée de 7 à 9 mois par exemple, et de pouvoir tester la personne comme si finalement on l'impliquait dans le cadre d'une période d'essai, et derrière de la recruter derrière. Mais alors donc, vous dites que souvent, est-ce que souvent les objectifs sont vraiment définis à l'avance? C'est une phase de découverte, c'est-à-dire qu'entre ce constat qui est fait par le client qui l'amène à vouloir recruter
un manager de transition, les discussions, même les questions qu'on peut lui poser. Et le manager de transition, quand il arrive dans la société, effectivement, généralement, il découvre des choses qui n'étaient pas dites parce que le client n'avait pas forcément exercé quelque part cette phase un peu d'audit pour clairement mettre en exergue une situation. On a un exemple très concret à ce sujet-là, un groupe qui a une filiale qui fait à peu près une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui recherchait un directeur financier. Dans un contexte post-fusion, le directeur financier est arrivé dans le cadre de cette mission. Au bout de 2 semaines, il a présenté un rapport d'étonnement qui présentait finalement une situation financière très dégradée de la société et qui a proposé ensuite un plan d'action pour remettre la société sur les rails et en mobilisant également l'ensemble des équipes de la société. Alors, vous parlez, donc, bien sûr, management de transition, manager indépendant. Qu'est-ce que c'est pour vous un manager indépendant? Faut-il qu'il crée son registre de commerce? Est-il salarié? Et par qui? Comment ça se passe au niveau de la gestion? Alors, sur la gestion, aujourd'hui, quand un client recherche un manager manager indépendant chez Adéquancy, c'est Adéquancy qui va porter le contrat commercial. Voilà. Comme ça, on s'occupe vraiment de toute la partie administrative autour de la mission, ce qui permet au manager de pouvoir se focaliser, lui, sur les objectifs et sa mission. De son côté, lui, il a généralement soit sa propre structure, soit il est accompagné par une société de portage salarial qui va pouvoir le salarier pendant la durée de la mission. Et donc, du coup, le salarié, le manager indépendant, comme vous dites, n'a rien à faire, je veux dire, à part s'inscrire chez vous. Exactement. C'est tout. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction de la présentation d'Adéquancy, ce sont plus de 3000 managers indépendants qui nous ont fait confiance pour s'inscrire et rejoindre nos plateformes communautaires. L'inscription nécessite 5 à 10 minutes. En plus de ça, avec un chargement du CV qui est normalisé derrière pour avoir une certaine homogénéisation dans les profils qui apparaissent. Et ensuite, les pages des membres sont indexées par Google, donc ce qui leur permet aussi de pouvoir sortir très rapidement dans les résultats de recherche aussi quand on peut rentrer certains mots-clés sur Google. Merci beaucoup, Anthony Baron. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale, toujours un pied dans le jazz, bien sûr. C'est parti, puisque le festival de jazz à Enghien aura lieu du 3 au 7 juillet et que demain, c'est la fête de la musique. Je vous propose un titre que vous connaissez tous. C'est Ricky Lee Jones avec Chuck Isn't Love. On n'a pas fini, Anthony. Après, je vous repasse la parole. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les populations, enfin pour les gens qui veulent vous rejoindre? Ça va être ma prochaine question. À quel âge? S'il y a des limites d'âge, à quel âge on peut démarrer? Qu'est-ce que vous demandez comme critères? Oui, tout à fait. Et comment vous les évaluez? Oui, exactement. Est-ce que vous les évaluez d'ailleurs? On les évalue. En fait, aujourd'hui, on a décidé de laisser cet espace libre en fait, au niveau des inscriptions. Et ensuite, il y a une phase de modération de notre part. Donc, il y a un premier volet qui consiste à s'assurer que les managers sont bien sur les bonnes plateformes, qui sont en lien naturellement avec leurs compétences. Et ensuite, il y a une phase de qualification dans laquelle un entretien est livré. Et après, je vous ferai parler sur les besoins de la profession et le développement des freelances que vous m'aviez proposé, du métier de freelance. De toute façon, je veux faire une émission à l'automne sur ce thème. Ah, super. C'est vrai? Ça vous intéresse? Ouais, faut revenir, alors il faudra me recontacter. Avec plaisir. Avec plaisir. Parce que j'ai reçu Indeed il n'y a pas longtemps, Ouais. et aussi ça les intéresse de travailler sur ce thème. C'est bon. Il y a un vrai sujet sur lequel je vais en parler, notamment en donner quelques données chiffrées sur D'accord. le marché américain. On y retourne? Attention, c'est bon? C'était Ricky Lee Jones. Vous voyez, vous connaissez tous ce titre majeur. Eh bien, venez au festival de jazz. Elle va passer entre le 3 et le 7 juillet à Enghien-les-Bains et ça vaut le coup
de venir la réentendre. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Blandine Armelin pour le Festival de Jazz à Enghien, justement, d'Anthony Baron pour Adéquancy, de Bertrand Baudry pour Maker Faire et de Léa Barbaro et Alice Pellissier pour Jours à venir. Alors, on était en train de parler du management de transition avec Anthony Baron. Anthony, j'avais une question. Si on s'estime manager indépendant, à quel âge peut-on démarrer ? Est-ce qu'il y a une date limite? Et puis, quels sont les critères pour vous de sélection? Est-ce que vous en faites déjà de la sélection? Alors pour répondre à la première question, en termes d'âge, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt de l'expérience. Voilà, et d'associer une expérience à une demande client. Donc aujourd'hui, on est sur une moyenne de managers indépendants qui ont généralement la cinquantaine. Donc profil plutôt senior, expérimenté, avec 20-30 ans d'expérience derrière eux. Il y a une tendance un peu au jeunisme aussi, il n'y a pas qu'en politique, il y a aussi dans la jeune transition, on voit des populations de quadragénaires arriver sur ce métier parce qu'il est séduisant finalement. C'est-à-dire de pouvoir mener des missions pendant 6 à 9 mois dans un secteur d'activité donné sur une fonction, une expertise qu'on maîtrise très bien et de pouvoir le faire également dans un autre contexte rapidement derrière. Je pense que ça répond bien finalement aussi à cette demande un peu d'agilité que recherchent à la fois les salariés aujourd'hui et également les entreprises dans leur mode de fonctionnement. Donc, dans les phases en fait d'instruction aujourd'hui, on a décidé de laisser Adéquancy ouvert, d'en faire vraiment le premier écosystème ouvert dédié au management de transition. Notre souhait étant de fluidifier le marché du travail des managers indépendants. Donc, les inscriptions sont libres. Derrière, il y a une étape de modération de la part des équipes d'Adéquancy qui consiste à s'assurer que le manager inscrit est bien sur la bonne communauté. Et ensuite, on le convie à un entretien, voilà, en face à face, autour d'une qualification. D'accord. Donc après, admettons, je postule chez vous. Donc là, vous me recevez. Vous nous faites passer un entretien d'embauche finalement, c'est un peu ou pour tester nos compétences et notre expérience. Déjà, vous serez la bienvenue. Et deuxième point, c'est que pour le coup, oui, on est sur un entretien assez ouvert. C'est-à-dire que comme on est sur un entretien voilà, qui permet de faire une vraie phase de découverte du parcours et des compétences, on essaie de s'assurer aussi d'un certain niveau de savoir-être au-delà du savoir-faire. Voilà. Je dirais le fait de creuser les compétences plus techniques, on en discute généralement dans des phases d'entretien liées à une opportunité de mission. Alors, est-ce que moi, en tant que candidat, j'aurais quelque chose à payer puisque vous voulez bien m'accueillir? L'inscription est totalement gratuite. Voilà. Dans le modèle, en fait... comment vous vous rémunérez voilà, du coup? Donc, dans le business model, finalement, la marge d'Adéquancy se retrouve dans le cadre du contrat avec le client final, puisqu'encore une fois, Adéquancy porte le contrat. Et derrière, on s'occupe également de contractualiser avec le manager de transition. Et entre finalement le salaire du manager et le tarif journalier, parce qu'on parle en honoraire journalier dans notre métier, entre les deux, il y a la marge d'Adéquancy. Quels sont les besoins de la profession dans le management pour vous, à votre avis, dans le domaine du management de transition? Ouais, ils sont vastes. Je pense que l'ensemble des fonctions du top et du middle management ont plutôt le vent en poupe dans clairement cette mouvance un peu des indépendants. On voit le marché évoluer de façon très positive. C'est à peu près 15% de croissance par an sur les 5 dernières années. Maintenant, on a toujours une demande très récurrente et régulière sur des fonctions support, finance, RH, et des demandes aussi fortes également sur les fonctions industrielles au sens général, et dans l'IT aussi, sur les profils de DSI. Voilà. DSI, oui, puisque vous avez dit que vous créez cette nouvelle fonction, oui. Le management de transition en DSI. Je ne pensais pas que ça pouvait exister parce que je pensais que c'était des professions où finalement il y en a tellement besoin que c'était difficile à trouver comme candidat. Alors c'est effectivement difficile à trouver, c'est pour ça que les entreprises se tournent vers des indépendants. Voilà. Et notamment aujourd'hui, les missions de DSI sont très orientées sur les transformations digitales. Voilà, sujet d'actualité. Est-ce que pour vous, ce sont des gens qui ont un statut de freelance ou est-ce que ça n'a rien à voir? En fait, statut de freelance, pour moi, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand on regarde dans le Code du travail, il n'y a pas un statut qui définit ce qu'est un freelance. Donc freelance, je pense, c'est un état d'esprit et surtout une volonté de pouvoir exercer son activité en mode mission. Maintenant, le législateur n'a pas encore statué sur un statut lié au freelance. Maintenant, il y a eu des avancées pour accompagner, aider
les indépendants, notamment le doublement du plafond lié au statut de auto-entrepreneur. Donc là, on a un vrai statut qui est passé de 35 000 euros à 70 000 euros de facturation par an. Voilà, il y a la possibilité aussi aujourd'hui de pouvoir démissionner après 5 ans d'ancienneté dans une entreprise et avoir ses droits au chômage. Donc, ce sont des avancées qui vont dans le sens aussi du développement des indépendants. Est-ce que, alors vous avez pour Adéquancy, vous avez des offres d'emploi à pourvoir, quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, on recherche des profils en direction financière, directeur du contrôle de gestion également. On recherche aussi des directeurs de projet spécialisés dans les transformations digitales en méthode agile. Voilà. Et on recherche également des profils industriels en maintenance, logistique, travaux neufs et direction d'usine. Voilà, donc beaucoup de recherches finalement. Donc si les auditeurs nous écoutent et qu'ils sont en recherche de mission, il ne faut pas hésiter, Voilà. j'imagine, à vous contacter. On fait comment pour vous contacter? Bon, on a un site internet, tout simplement, adéquancy.com, et sur lequel on a une visibilité directe sur les plateformes spécialisées par communauté. Est-ce que vous avez prononcé le mot d'agile et d'agilité, donc est-ce que la catégorie des 50 ans finalement, de moyenne d'âge, est-ce que ils sont en demande de cette agilité ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont envie de ne plus avoir de carcan comme on entend souvent, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Je ne pense pas que ce soit vraiment une vue de l'esprit. Encore une fois, c'est pour moi plutôt un état d'esprit, un choix à plus de 50 ans de se dire que si j'ai le sentiment d'avoir bien œuvré dans les entreprises qui m'ont accueilli, d'avoir donné ce que j'avais donné, qu'aujourd'hui je suis plutôt dans une logique de transmission, clairement la porte est grande ouverte pour ces personnes-là pour faire du management de transition. Le métier a évolué, encore une fois, avec une croissance assez soutenue, parce qu'il est séduisant dans le fait de pouvoir avoir un accès à des multiples missions et surtout avec une demande qui est en phase de croissance très forte. Donc globalement, le taux d'activité aujourd'hui des managers de transition se situe autour de 70 à 80% par an, donc ce qui est plutôt bon versus il y a 5-6 ans. Donc, grosse évolution, effectivement. Alors, vous allez vous faire labelliser de manière éthique. Qu'est-ce que ça veut dire pour une société comme la vôtre? Et pourquoi le faire? Avec mon associé Thomas Collin, on était très attachés en fait, à l'éthique qu'on voulait donner à Adéquancy, puisqu'on touche à de la donnée, alors qui n'est pas vraiment de la donnée personnelle, qui est de la donnée professionnelle, mais la façon de la traiter est très importante à nos yeux, ce qui permet à la fois de rassurer les managers qui nous font confiance en s'inscrivant, mais également les clients quand ils ont accès, encore une fois, aux compétences. Donc cette labellisation, on le fait à travers un organisme totalement indépendant. Donc on est en cours de labellisation, c'est un petit peu tôt pour communiquer dessus, mais d'ici septembre, donc la société et ses plateformes seront labellisées, ce qui donnera encore une fois donc, ce gage de qualité éthique pour aller plus loin finalement que le RGPD. Merci beaucoup pour tout ce tour d'horizon du management de transition. Anthony Baron, je vous propose une nouvelle pause musicale, toujours bien sûr dans le jazz, avec Chick Corea cette fois, un autre majeur du jazz. Crystal Silence, c'est son titre. Bon, on a fait un bon tour là. On a fait un bon tour. Ça va? Ouais, c'est super. Vous n'êtes pas trop chaud? Ouais, c'est génial. Vous voulez aborder le sujet des freelances ou... Non, on va faire parler Ok, ça peut-être tout à l'heure. Ouais, En fin d'émission, on verra. On va faire parler tout de suite Bertrand Baudry. Alors, si je vous fais reparler en conclusion, c'est sur le statut des freelances, on peut parler du statut? Plutôt l'évolution des freelances dans ces cas-là, dans la D'accord. globalité. Ok. Voilà, pour donner quelques chiffres, encore une fois, sur déjà la tendance sur le marché américain, où il y a un chiffre qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui c'est 25% de la population active qui est indépendante. Et en France, on le sait? En France, on est sur 10%, c'est déjà C'est 2 millions de personnes. Et aux US, les enquêtes montrent qu'il y aura plus de 50% d'indépendants en 2025 dans les sociétés, ce qui est juste énorme. Et en fait, elles s'organisent avec des nouvelles fonctions créées de Chief Freelance Officer, voilà, même des plateformes dédiées. Est-ce qu'il y a une date limite, j'allais dire d'âge, un âge limite où les entreprises ne veulent plus de candidats? Je sais pas, imaginons. C'est la limite des managers, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. À un moment donné, on voit qu'on a peut-être moins d'opportunités de mission, donc on se met plus en retraite. Et puis à partir du moment où on a aussi activé ses droits à la retraite, forcément on est plus regardant sur les missions, donc on prend du recul. Ça se fait très naturellement. Je dirais, le turnover, il se fait plutôt sur les gens qui sont embauchés.
Philippe, on peut repartir quand tu veux. Il m'entend pas, il a son casque. On repart quand tu veux. Encore 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était un extrait de Chic Corea avec Crystal Silence. Donc un autre grand nom du jazz que vous pourrez retrouver au festival à Anguay entre le 3 et le 7 juillet. On vous a bien expliqué en entrée d'émission que c'était une promenade musicale dans le jazz à partir de midi et jusqu'au soir de la semaine du 3 au 7 juillet. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Blandine Armelin, directrice artistique du groupe Barrière, d'Anthony Baron pour Adequancy, de Léa Barbaro et Alice Pellissier, nos start-upeuses du jour pour Jours à venir. Mais tout de suite, on va passer la parole à Bertrand Baudry. Vous êtes le curateur de Maker Faire. Alors, un nouveau mot, un nouveau métier, j'allais dire. Curateur, qu'est-ce que ça veut dire, Bertrand Baudry? Je ne sais pas si c'est un nouveau métier, mais je fais la programmation des contenus de Maker Faire en France. Donc, la sélection des exposants, des conférenciers, etc. Maker Faire, c'est avant tout 400 événements dans le monde, dans plus de 40 pays. C'est 1 200 000 visiteurs l'année dernière. C'est plus un mouvement, le mouvement des makers, de ces gens qui font des trucs qu'on appelle parfois les bricoleurs 2.0. Alors, c'est un mot anglais, hein, maker, et vous avez associé le mot français, F-A-I-R-E. D'ailleurs, vous jouez avec le franglais, parce que si on l'entend, on n'est pas obligé de savoir qu'il y a un E, et donc la faire en anglais, c'est un événement. Et donc ça, c'est l'événement dont vous parliez, c'est celui qui a eu lieu à la Cité des Sciences et de l'Industrie en novembre dernier. Alors, vous voulez associer tous ceux qui font quelque chose avec leurs mains, mais finalement, avec un pied, vous dites qu'on peut même réindustrialiser la France. Donc, quel est cet événement que vous avez fait en novembre, qui est issu, comme vous le disiez, des États-Unis? Qui était présent? Comment faites-vous vos sélections d'exposants, justement, pour cet événement qu'on va retrouver de nouveau en novembre 2019? Je voudrais faire un petit cocorico parce que Maker Faire est né à San Francisco. Pas par hasard, c'est le berceau du mouvement hippie des années 70 et la Silicon Valley. Donc l'enjeu, c'est de trouver la place de l'homme dans cet univers. Et d'emblée, les États-Unis ont ajouté un E à la française, parce que vu de l'extérieur, il y a un vrai savoir-faire, de l'artisanat à la française. On construisait des cathédrales, ils n'étaient pas encore nés. Donc c'est un joli clin d'œil au savoir-faire à la française. Alors, un des fondements du mouvement maker, c'est que n'importe qui, avec une idée, va pouvoir innover et refaire le monde, ou le faire mieux, et qu'au sein de ce grand mouvement des makers, il va trouver quelqu'un qui aura les compétences techniques pour l'idée. Finalement, ça revient à donner à tout un chacun la possibilité soi-même d'inventer, d'innover, et non plus de circonscrire ça à des labos de recherche d'entreprise. Tout le monde aujourd'hui peut innover, avoir des idées. Il y a des inventions géniales comme Internet qui permettent d'échanger des idées et des savoir-faire. Il y a des lieux qui se sont créés depuis les années 2000 qui s'appellent les Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication où on peut prototyper ses idées. Il y a des magazines, le magazine Make, qui est le porteur de Maker Faire. Donc il y a un magazine américain à la base, et qui a son édition française, qui pourrait très bien arriver bientôt. Et puis cet événement de Maker Faire, c'est à la fois la rencontre de makers entre makers, donc on privilégie aussi des moments hors public entre nous, j'ai envie de dire, et puis aussi l'idée de transmettre à tout ce public. On accueille à peu près 20 000 visiteurs sur 3 jours à Maker Faire. Cette idée qu'eux aussi peuvent faire, cette idée qu'on peut ouvrir les boîtes et essayer de comprendre comment ça marche dedans, qu'on peut réparer son téléphone soi-même, plutôt que d'en racheter un. Un iPhone, c'est 400 kg de matières premières qui sont tirées de la planète. Donc, ça on le sait un petit peu moins. Voilà. Donc il vaut mieux réparer son iPhone sur Maker Faire ou ailleurs. Et donc c'est cette communion et cette transmission des savoir-faire qui est vraiment le cœur du mouvement Maker. Alors qui avez-vous accueilli, puisque c'est la 3e édition, oui. Qui avez-vous accueilli ces dernières années? Quel type, parce que vous parlez d'invention et voire même de pouvoir réindustrialiser la France. Alors entre l'artisan qui va faire, je ne sais pas moi, quelque chose d'artistique, et puis l'industrie, il y a un pas. Qu'est-ce qui émerge? Ce qui est assez fabuleux avec cette idée que n'importe qui finalement peut prétendre à venir exposer quelque chose à Maker Faire, c'est qu'on va retrouver des amateurs qui font des choses dans leur garage. On va retrouver des startups qui sont en
vraiment en création d'activités. Et d'ailleurs, souvent, on a des amateurs qui présentent un premier prototype une année et qui reviennent l'année prochaine en étant une start-up. Finalement, qu'est-ce qu'on est avant d'avoir créé sa start-up? On est quelqu'un qui est en train de prototyper une idée dans son garage ou ailleurs. Et finalement, on est un maker. Le mot maker reste un anglicisme. On pourrait le traduire de fabricant en français, de quelqu'un qui fabrique des choses, mais ça nous résume très vite à de l'artisanat professionnel. Donc on accueille des profils vraiment variés et c'est ça qui fait la richesse de ce mouvement. Des gens très professionnels, on a aussi du maker to maker, donc des gens qui ont créé des business. Arduino par exemple, qui est une petite carte électronique qui permet de brancher des tonnes de choses sur son ordinateur. Massimo Banzi est une star dans le mouvement maker. Si vous aimez le rock, vous avez envie d'aller voir les Rolling Stones. Si vous êtes un maker, vous rêvez de rencontrer Massimo Banzi qui sera là cette année. Ou d'autres comme Joseph Prussa qui travaille sur un projet d'imprimante 3D qui imprime une autre imprimante 3D. L'idée c'est comment une machine peut s'auto-créer. Et en l'occurrence, l'imprimante 3D est une machine qui permet de créer n'importe quoi. Donc on commence à faire à rendre beaucoup de possibilités. Voilà. Donc on a des femmes et qui font pas que de la couture. On a aussi des hommes qui font de la couture. Les domaines sont vraiment variés et concernent notre quotidien. Finalement, c'est des gens qui se disent comment moi je pourrais contribuer aussi à la planète, parce qu'il y a des enjeux. Je ne connais pas forcément les technologies. Et puis au sein de ce mouvement, il y a des gens qui font. Cette année, on présente une exposition low-tech, parce que justement, ce n'est pas non plus qu'un événement de geek en robotique ou en électronique. Et avec 3 bouts de bois et des bonnes idées, parfois on peut faire des choses. Et le low-tech lab, en l'occurrence, travaille sur l'habitat durable et sur le confort. C'est ça la question. Parce que tout le monde est bienveillant et aurait envie de sauver la planète, mais n'a pas forcément envie de perdre son petit confort. Et eux travaillent sur cette question de low-tech durable, adapté à l'habitat, qui préserve le confort. Donc ça, on présentera quelques solutions cette année. On fait des bêtises, on s'amuse beaucoup aussi sur Makerfair. On fait des courses de ponceuses à vendre, par exemple. Des courses de ponceuses. Voilà. Mais quand on commence à jouer avec un outil qui fait un peu peur, on n'est pas loin de commencer à s'en servir. C'est un petit peu aussi de dédramatiser les technologies. Donc qui ira le plus vite, par exemple, nettoyer un volet, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça, avec sa ponceuse, c'est ça? Là, pour le coup, c'est des vraies courses, mais tout est envisageable. On va faire une structure cette année avec des bouteilles d'eau. Ce sera une espèce de dinosaure complètement animé. À travers tout ça, l'enjeu, c'est toujours de se poser d'où elle vient, cette matière première. Est-ce qu'elle est recyclable à la fin? Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour s'amuser? Parce qu'on aime bien aussi apprendre en s'amusant. Et on prône l'épanouissement par le faire, la réinsertion par le faire. Est-ce qu'on pourrait en faire un business vertueux et vivre de sa passion, ce qui serait l'apothéose? Ou est-ce qu'on peut changer le monde? On aura notamment The Sea Cleaners qui sera présent. Vous savez, c'est ce grand catamaran qui dans 2 ans, va sillonner les mers et ramasser tout le plastique. Des déchets, voilà, les déchets plastiques. Il y a des enjeux qui sont planétaires et que le mouvement des makers porte avec optimisme. D'ailleurs, c'est un des enjeux aussi de notre discours cette année, de dire qu'il y a urgence pour la planète et les makers sont déjà à l'œuvre. Donc on va porter évidemment l'économie circulaire, la gestion des communs physiques, donc ces lieux où on mutualise des machines, mais aussi les communs de ressources, et notamment on mettra vraiment en avant les youtubeurs cette année qui, au-delà de toute l'image qu'on peut en avoir parfois, sont aussi des générateurs de contenu pédagogique. Et je pense notamment à Eliox, qui est une fille qui fait de l'impression 3D, et elle passe sa vie à mettre des tutos en ligne sur son temps perso. C'est quelque chose d'assez généreux et d'offert à tout le monde pour que les gens puissent eux-mêmes s'approprier les technologies et faire des choses avec. Des enfants, je vais vous raconter une petite histoire d'une jeune fille qui avait 12 ans, qui s'est rendu compte que les trottoirs sont gris dans les villes. Et peut-être que nous, en tant qu'adultes, on ne voit pas vraiment, elle a créé un petit robot qui broie de la craie pour repeindre les trottoirs. Pour mettre de la gaieté sur nos sols, c'est ça? Oui.
Alors le premier des arts, c'est l'agriculture. Il y a notamment tout un mouvement d'agriculteurs qui recherchent des graines anciennes, puisque vous savez qu'au niveau du blé, il y a beaucoup de gens allergiques dû à la transformation du blé et donc allergiques ou à la protéine du blé ou au gluten, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que là, éventuellement, vous allez pouvoir les associer dans cette fabuleuse exposition du 22 au 24 novembre 2019, ou est-ce que peut-être plus tard, ils pourront vous rejoindre? L'idée du Maker, c'est d'être avant tout un éventail représentatif de toutes les disciplines. Par exemple, on a des Fab Labs de pâtisserie. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a plein de choses que l'on peut inventer en pâtisserie. On a traditionnellement des espaces plutôt green. Je pense à un jeune aussi qui s'appelle... pardon. Ça vous reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Qui a inventé un robot pour planter les carottes et qui revient cette année avec un poulailler connecté. Je ne sais pas en quoi il sera connecté et ce qu'on fera avec. On a des makers qui travaillent sur des plans open source, donc libre d'accès de pièges à frelons asiatiques. Donc on a beaucoup d'implications dans l'agriculture, sur les réseaux LoRa aussi qui permettent d'envoyer de l'information bas débit, notamment en Afrique. On a beaucoup de makers très impliqués dans ce mouvement. L'enjeu étant, et d'ailleurs, c'est pas par hasard si je suis là aujourd'hui, la clôture des inscriptions a lieu demain. C'est ce qu'on appelle l'appel aux makers. Jusqu'à demain minuit, c'était un petit peu le repère de la fête de la musique. Si vous entendez un concert au coin de votre rue, c'est qu'il est un petit peu trop tard. Jusqu'à demain minuit, on peut encore proposer des projets et on serait ravis d'avoir des projets en lien avec l'agriculture, bien sûr. Voilà, donc le défi finalement pour tous ceux qui font ou qui inventent quelque chose et qu'on appelle des makers, c'est de vous contacter d'ici demain soir, le 21 juin, pour pouvoir s'inscrire à la prochaine édition qui aura lieu du 22 au 24 novembre. Alors Bertrand Baudry, on fait comment pour vous contacter? On va sur notre site paris.makerfair.com et puis il y a une rubrique qui s'appelle Maker et on remplit le formulaire, ça prend 10 minutes. Voilà, l'inscription coûte combien si on veut exposer à cet événement? Alors l'inscription coûte 0, ce qui est un petit peu étonnant pour ce format de salon. Ça coûte 0 pour les particuliers, pour les associations, pour les startups de moins de 10 ans, de moins de 10 employés, pardon. Et ça c'est un geste fort parce qu'on ne voulait pas se couper de ces jeunes qui se lancent. Parfois monter à Paris, ça a un coût aussi. Et puis plus tard, ils iront sur des salons tels que Vivatech et ils seront sponsors de Maker Faire. Mais on veut vraiment lancer les startups sur Maker Faire. Merci beaucoup Bertrand Baudry. Donc on souhaite beaucoup de succès à l'édition du mois de novembre, 22 au 24. En attendant, inscrivez-vous jusqu'au 21 juin sur le site de Maker Faire, sur le site français bien sûr, pas le site américain. Et je vous propose une nouvelle pause musicale avec Thérèse Montcalm, si vous voulez bien, et un extrait de A Song for You. Vous avez tout dit, c'est bon? Oui, je pense. Mais à la limite, même nous, vous revenez? Ah oui, Vous faites une petite pause. D'accord. Non, ça va aller, merci. Non, c'est ma voix qui... J'ai un chat. Il faut que j'aille me gratter la gorge. À la limite, mais même nous, notre radio, on pourrait venir. Enfin, si vous... Mais il ne faut pas comment... on ne peut pas faire de... Qui finance, en fait, toute cette opération? Parce que c'est la question que je voulais vous poser. Avant de terminer notre entretien, après la pause, je voulais vous poser cette question. Qui finance? Les sponsors. Alors, qui sont les sponsors? Faudra me dire. Laurent Merlin, en premier lieu. Ah oui, d'accord. Et c'est pas vraiment étonnant parce que c'est avant tout des bricoleurs, finalement. Mais moi, si vous m'installez un studio, je viens faire une émission en direct, si vous voulez. Hein, Philippe, on se déplace? Ouais, c'est avec les boss. Bien sûr. Ah, mais C'est assez joyeux. C'est un grand porteur. Bah oui, c'est pour ça. C'était des sciences. Et en même temps porteur de sens. C'était des sciences et de l'industrie. Bon, c'est donc les deux dernières questions que je vais vous poser. Puis après, on ne va pas faire de pause musicale, on va enchaîner avec vous directement. Parce que je rends l'antenne à 24. Donc, Bertrand, on n'entend plus. Tapez-lui sur l'épaule, s'il vous plaît.
Donc ça va être les 2 dernières questions, un Ok. petit peu speed, parce qu'il faut Ok. pour leur laisser du temps de parole. D'accord. Mais bon, je pense qu'en 10 minutes, elles vont avoir tout dit, donc ça va aller vite. Mais ça fait rien, on va quand même prendre notre temps. En dernier, on mettra peut-être Anna Popovic, quand aussi on a le temps pour la prochaine pause musicale. Ouais, ouais. Ça te va? Ok. Je savais pas si je pouvais le voir après. Si, tu rentres quand tu veux, mets-toi là. On reprend. On y va, oui, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre un extrait de A Song for You par Thérèse Moncalme, qui sera bien sûr au Festival du Jazz à Enghien du 3 au 7 juillet. Venez nombreux, ça vaut le coup, c'est vraiment la fête dans toute la ville. Et en plus, les concerts sont gratuits, voilà, donc profitez-en. Alors Bertrand Baudry, on était en train de parler de Maker Faire. Qui finance cette manifestation? Les sponsors, en premier lieu le Roi Merlin, c'est pas étonnant, parce que évidemment il s'intéresse au Société de bricolage, oui. Et puis d'autres qui se renouvellent chaque année. Cette année, on est aussi en partenariat avec Ulule, qui sont des crowdfunders qui aident aussi les jeunes à se lancer. Et plein d'autres. Ce qui est beau, c'est que finalement, c'est ces grandes entreprises qui offrent la gratuité aux petits. Et donc, pour celui qui veut exposer, il n'a rien à payer. Il a quand même un stand à louer ou à installer, j'imagine quand même. On fournit les tables, on fournit les chaises, on fournit le wifi, on fournit l'électricité. Vous fournissez tout, on a juste à s'inscrire d'ici demain pour venir et c'est la fête donc du bricolage en espérant pouvoir industrialiser toutes les propositions évidemment qui sont faites du 22 au 23 novembre. Donc je rappelle l'inscription 21 juin sur le site paris.makerfaire.com. Merci beaucoup Bertrand Baudry. On va tout de suite passer la parole à Léa Barbaro et Alice Pellissier. Alors vous avez créé Jours à venir en début d'année, on va dire, enfin fin d'année dernière. Dans quelle catégorie qu'est-ce que vous jugez responsable et dans quelle catégorie peut-on venir acheter des produits sur votre plateforme? Alors, on a 4 catégories de produits que sont la mode... Alice Pellissier. Alice, bonjour. Mode, beauté, décoration et épicerie fine. Et pour ce qui est de l'éco-responsabilité, ça a été un de nos premiers enjeux de définir les contours de ce qui est responsable. Et pour ça, on a catégorisé les engagements des marques. Donc, on a 7 types de labels sur notre site. Et pour être référencé donc, sur notre plateforme, il faut que la marque appartienne à une ou plusieurs de ces catégories. Et parmi ces catégories, on a donc le Made in France, les produits biologiques, produits naturels, produits recyclés, tout ce qui est lié au circuit court. Et on a une catégorie aussi de commerce équitable et social. Et donc vous demandez qu'une seule des catégories ou est-ce qu'il faut avoir au moins 2 des critères, des 7 critères que vous avez choisis, que vous venez de citer? Donc je rappelle Made in France, produits naturels, produits équitables, enfin toute la liste que vous venez d'évoquer. Alors on demande à minima une seule catégorie parce qu'on considère que si la marque rentre déjà dans une catégorie, c'est déjà bien et on ne peut pas fermer les portes à ceux qui osent faire différemment. Après, la majorité de nos marques rentrent dans plusieurs labels parce qu'elles ont des engagements globaux. Donc vous avez choisi 4 catégories, mode, beauté, décoration, épicerie fine. Alors peut-être Léa, alors prenons la mode. Quelles sont les marques que vous avez choisies et quel type de vêtements peut-on retrouver sur votre plateforme? Alors aujourd'hui, au niveau des marques de mode, on en retrouve une trentaine qui se répartissent donc, du coup, sur le vêtement, la maroquinerie, tout ce qui va être chaussures et les accessoires. On a des marques donc, du coup, qui sont très différentes et qui proposent des engagements du coup, toutes différentes. Donc sur la mode, on est sur du vêtement biologique par exemple, sur de l'utilisation de matières naturelles, sur des vêtements upcyclés, donc ça veut dire qu'on va prendre des chutes de tissu ou des choses comme ça pour recréer de nouveaux vêtements. On a des créateurs de bijoux qui font des bijoux issus du commerce équitable.
Donc voilà, on a vraiment beaucoup de produits différents qui correspondent à des engagements différents aussi en fonction de ce que la marque souhaite faire. Alors pourquoi ces 4 premières catégories? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres dans le futur? Pourquoi la mode, la beauté, la décoration et l'épicerie fine? Pourquoi ce choix au départ? On a fait ce choix surtout en fonction au départ, nos intérêts. Parce qu'avant de lancer Jours à venir, on a toutes les deux travaillé dans des industries qui étaient liées à ces catégories. Donc ça part d'un intérêt personnel et parce qu'on voulait avoir une plateforme sur le thème de l'art de vivre. Donc ce n'est pas des produits du quotidien et on ne voulait pas se spécialiser spécifiquement dans une catégorie parce que notre rôle c'est aussi d'être un facilitateur. Aujourd'hui, on souhaite qu'une personne puisse retrouver différents produits et aussi découvrir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être attirées par le responsable, par exemple par la porte de l'épicerie. Beaucoup de personnes sont liées, vont consommer bio pour leur alimentation. Et en venant sur Jours à venir, ils vont pouvoir découvrir qu'on peut être responsable sur d'autres segments. Et qui vont découvrir des créateurs de mode, de beauté, Alors, en quelques mois, vous avez donc créé cette plateforme. Comment ça s'est passé pour la sélection des marques et pour aller trouver les marques? Vous avez fait les salons. Comment vous avez fait pour lancer votre idée? Alors, du coup, nous, c'est... Léa Barbaro. Léa. C'est un projet sur lequel on travaille depuis janvier 2018. On a eu toute une phase de recherche en amont où l'idée, c'était de trouver ces marques-là pour les mettre en avant. Donc, on a fait beaucoup de salons. Après, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous facilite grandement la tâche, c'est les réseaux sociaux, où on retrouve tous les engagements des marques et où elles sont finalement beaucoup plus accessibles et beaucoup plus proches de nous. Et on les a contactées au fur et à mesure pour faire partie de l'aventure. On s'est lancé, on avait une quarantaine de marques sur le site. Aujourd'hui, donc ça fait 6 mois que ça a démarré et on a une centaine de marques partenaires qu'on distribue sur Jours à venir. Et donc pour finalement pouvoir consommer mieux, c'est votre objectif. Vous avez dit, c'est tous les produits autour de l'art de vivre, donc les produits de consommation courante, j'imagine. C'est l'objectif. Qui finance? Comment avez-vous fait financer votre idée? Est-ce que vous êtes passé par un incubateur? Est-ce que c'est de la Love Money? Comment vous avez fait pour vous faire aider? Alors, on a intégré l'incubateur de notre école. Mais c'est vraiment que de l'accompagnement. Il n'y avait pas de financement. On a commencé avec nos économies. Voilà, c'était du Love Money. Donc pour l'instant, pas d'investissement extérieur. Donc pour l'instant, c'est une société que vous avez créée toutes les deux. Vous êtes propriétaire du capital. Vous n'envisagez pas d'ouvrir pour le moment. Vous attendez de voir un petit peu comment ça va évoluer. Et peut-être que vous allez vouloir un jour rechercher de l'argent à l'extérieur. C'est un objectif? Alors, on est sur un marché très concurrentiel et un business model en tant que marketplace qui nécessite beaucoup de volume. Donc pour notre développement et nos objectifs, on sait qu'on va devoir lever des fonds à un moment donné. Après, on se laisse le temps aussi de se lancer, voir ce qui marche pas et comment on se débrouille à deux. Mais c'est pas exclu. D'accord. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que, en fait, vous avez occupé des postes toutes les deux dans d'autres entreprises, bien sûr, avant de créer. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi tout d'un coup créer votre propre entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre société? Alors, on était toutes les deux donc, en école ensemble et on a commencé à venir sur Paris pour faire un stage de césure il y a de ça 5 ans ou 6 ans peut-être. Et c'est là la première fois où on s'est dit qu'on aimerait bien à terme avoir notre propre entreprise parce qu'on était toutes les deux très créatives, parce qu'on avait envie de monter un projet et de travailler pour nous. On manquait d'expérience, donc derrière, on a toutes les deux travaillé pendant 3 ans, comme le disait Alice, dans de grands groupes, pour apprendre ce qu'on avait à apprendre. Et l'idée de Jours à venir est née l'année dernière, donc en décembre 2017. C'était un projet, c'était le premier projet en lequel on croyait vraiment, et du coup, on s'est dit que c'était le moment de se lancer. Quels sont les défis pour vous deux en 2019 que vous vous rencontrez? Et est-ce que c'était difficile pour vous de créer une entreprise? Alors, le plus grand défi va être celui de la notoriété. Donc, se faire connaître et conquérir le marché français. Donc, ça, c'est notre plus grand cheval de bataille. Et lancer une entreprise, oui, bien sûr que c'est compliqué parce qu'on devient un véritable couteau suisse. On se retrouve à tout faire, c'est-à-dire que
on a été dans des écoles de commerce, on se spécialise, on fait des boulots où on est très cloisonné, et là on se retrouve à tout faire. Donc on était chacune spécialisée, on avait nos domaines, et voilà, on se retrouve à faire de la comptabilité, de la finance, du digital, du marketing, de la presse. Donc il faut vraiment s'adapter tous les jours, et c'est des défis quotidiens. À chaque fois, chaque jour, on ouvre une nouvelle porte et on découvre des nouvelles problématiques. C'est-à-dire que ce sont des heures de travail en plus, c'est ça que vous voulez dire. Finalement, le statut de salarié est plus confortable, vous trouvez? Il y a des avantages et des inconvénients. Après, il est plus sécure, disons, mais différent. Là, c'est sûr qu'en se lançant, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, on n'a pas de filet, on est toutes les deux, donc c'est des enjeux différents. Après, en termes d'épanouissement quotidien, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, c'est beaucoup plus agréable, c'est ça que vous voulez dire. Alors, pour les marques avec qui vous travaillez, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez vers les marques, ou est-ce que c'est elles qui doivent venir vers vous? Comment ça se passe si on veut être référencé sur Jours à venir? Alors, on fait les deux. Au début, quand on n'était pas lancé, c'était nous qui démarchions les marques. Aujourd'hui, on est démarché par des marques aussi qui viennent vers nous pour intégrer la plateforme. Donc, ça marche dans les deux, ça peut marcher dans le sens. Est-ce que, quand vous accueillez une marque, si on est consommateur et qu'on achète quelque chose, qui envoie les produits? C'est la marque? Ça part directement vers la marque, ou est-ce que ça passe par vous et c'est vous qui finalement entreposez une catégorie de produits et envoyez ça au client final? C'est la marque qui envoie les produits directement au client final. Donc c'est vous qui retransmettez la commande, ou est-ce que la commande arrive directement à la marque en question? C'est nous qui la retransmettons. En fait, on est un intermédiaire entre les marques et les consommateurs. Jours à venir est toujours le point de contact des consommateurs. Donc, ils ont, entre guillemets, jamais à traiter directement avec les marques, mais ce sont les marques qui gèrent l'aspect logistique et les envois de colis. Est-ce qu'il y a d'autres par les 4 catégories, c'est-à-dire la mode, la beauté, la décoration et l'épicerie fine, les produits? Non, pour l'instant, on souhaite se concentrer sur ces 4 catégories. C'est déjà très vaste. Donc voilà, on souhaite renforcer ces catégories. On n'a pas prévu d'en lancer d'autres. Est-ce que vous allez faire des salons prochainement où on peut vous rencontrer, ou bien comment fait-on pour vous contacter? Pour nous contacter sur le site, on a une rubrique contact. Après, on fait les salons, mais en tant que visiteur, on va voir les marques. Donc, oui. Non, il y a une information importante. En juillet, vous pouvez nous retrouver. On teste un pop-up store, donc magasin éphémère. C'est du 11 au 17 juillet, au 59 rue des Francs-Bourgeois. Donc à Paris. À Paris. Alors c'est une des rues les plus commerçantes de la ville de Paris, puisqu'hier on a fait une émission spéciale sur la distribution. Et donc c'est mieux même que les Champs-Élysées, donc bravo, parce qu'un pop-up store, c'est très original. Alors vous serez en partenariat avec qui? Avec La Fabrique, du coup, qui eux organisent cet événement-là, et nous on prend part à ce pop-up store en tant que concept store. Pour vous, jeunes entrepreneuses de 2019, quels sont les défis? Quel est le défi à remplir pour l'année et les mois à venir pour vous développer? Alors on est comme le disait Alice, sur un gros enjeu de notoriété, notamment du fait qu'on soit sur du digital. Donc les coûts d'acquisition sont beaucoup plus importants sur Internet pour se faire connaître. Nous aujourd'hui, on a des marques qui sont fortes, on en a une centaine qu'on souhaiterait faire grossir au sein de Jours à venir. Et ça va être un peu notre cheval de bataille des mois à venir. Alors donc pour vous contacter, on fait comment? Directement sur l'onglet contact que vous retrouverez sur joursavenir.com. Et vous le regardez tout le temps, comme ça vous répondez très vite aux demandes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Bonne chance pour Jours à venir. 1 minute pour conclure, on va passer la parole à Anthony Baron. Alors Anthony, quelle évolution pour le métier des freelances, puisqu'on sait qu'en France c'est à peu près 10% de la population? Exactement, 2,8 millions d'indépendants à peu près en France. Je pense que le développement de cette population est en plein essor. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout d'un cycle de maturité. Et ce qui me fait dire ça, en fait, ce sont aujourd'hui les chiffres, notamment qui viennent des pays anglo-saxons et des États-Unis, où localement on est sur environ 25 à 30% d'indépendants dans les sociétés. Et les études montrent qu'ils dépasseront les 50% d'ici 2025. Voilà.
Voilà, donc on pourra peut-être, si vous voulez bien, revenir avec nous dans une émission future, parler justement de ce problème du statut des freelances qui n'existe pas en tout cas chez nous. Vaste sujet. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous en studio ce matin. Je vous rappelle le festival de jazz. Venez vous amuser du 3 au 7 juillet. Demain, c'est la fête de la musique, émission spéciale au bar de l'économie et toute la journée sur IDFM. Pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. À demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.